Alors, écoutez, on va commencer, hein. Donc, bonsoir encore une fois à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir Maximilien. Bonsoir Nicolas. Bienvenue, hein, pour cette masterclass du jeudi 17 mars 2022 consacrée à la finance et à l'innovation, hein, puisque c'est la thématique avec de nombreux sous-jacents, et on va le voir parce que durant ton intervention, tu as parlé notamment de tout ce qui est InsurTech. On parlait tout à l'heure d'immobilier, hein, les fameuses real estate tech, hein, qui est aujourd'hui une partie importante, hein, dans l'écosystème, hein. Il y a le salon Rent, qui est un salon annuel qui n'est pas le MIPIM, mais presque, hein, qui fédère une communauté de start-up et puis même de grands acteurs intéressés par ce secteur qui est en train de se disrupter, hein, et dans le bon sens du terme. On parlera de gestion d'actifs, là aussi, de finances durables et solidaires, de banque, hein, puisque en fait, la banque est en train de vivre une période de transition, de mutation, hein, technologique, euh, et de tous les métiers de conseil aussi, hein. On pourra également aborder ces thématiques, et de rappeler comment dire, que que France Innovation est un écosystème Finance, Nicolas, finance, innovation. finance innovation, qui est en fait, dont tu es le directeur général, et dont l'idée, tu vas nous raconter un petit peu cette finalité, cette vocation, qui est de faire grandir les jeunes pousses, hein, les startups, différents acteurs de cet écosystème, avec différentes trajectoires, mais dont l'idée, c'est d'y mettre de l'innovation, d'apporter une valeur ajoutée. Et je pense que la France a une très belle carte à jouer et on n'a pas à rougir, notamment de certaines startups qui deviendront demain des licornes, et qui seront de très belles réussites autour de la banque, de la finance, de l'assurance et de l'immobilier. Maximilien, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos étudiants? Merci beaucoup Nicolas. Alors, moi, je m'appelle Maximilien Miradou. Je suis directeur général du pôle finance innovation. Je suis économiste en fait de formation. Je suis docteur en économie de l'Université Paris-Dauphine. Et en fait, après ma thèse que j'ai fait en entreprise, donc j'ai un profil un peu mi-académique, mi-professionnel. Après ma thèse que j'ai fait en entreprise, j'ai fait un postdoc. J'étais à terre, ensuite j'ai fait un postdoc. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer à Paris sur un poste d'ingénieur de recherche. Et puis, je coordonnais une chaire de recherche à l'Université Paris-Dauphine. C'est là où j'ai publié pas mal d'articles dans l'innovation, économie de l'innovation, économie de la R&D. J'avais fait ma thèse sur les investissements immatériels. Là, on n'entend plus, là, Maximilien. C'est bon? Oui, c'est bon, là, c'est parfait. Ouais, c'est marrant, ça s'est mis tout seul. Et Ouais. donc, j'ai pris un poste de chargé de mission R&D donc, à Finance Innovation, donc pôle de compétitivité, donc je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est exactement. Et ensuite, je suis devenu donc, directeur de la R&D. Donc, dans les pôles, on fait beaucoup de projets collaboratifs de R&D, financés par l'État en subvention. Ensuite, je suis devenu directeur général de Finance Innovation. Voilà, donc, D'accord, d'accord, très bien. Et alors justement, finance, innovation, quelle est la finalité en fait? Qu'est-ce qu'elle apporte à cet écosystème? Les startups qui s'orientent vers la finance, vers la banque, vers l'immobilier, vers l'assurance. est-ce que tu veux, Nicolas, que je mette les slides ou tu me dis hein? Comme tu veux, c'est comme tu veux. Tu peux Bon, je les le. mets, puis Oui, très bien. donc, en gros, Finance Innovation, en fait, ça fait partie d'une politique, ça fait partie d'une politique publique, vous voyez, Très bien, parfait. ça fait partie d'une politique publique en fait de l'État français qui a pour but euh, qui a pour but en fait de promouvoir l'innovation. L'idée derrière la politique de compétitivité, c'est une idée schumpeterienne, c'est que l'innovation, elle vient des petites structures et du monde académique. Il faut qu'elle infuse des grands groupes. Donc c'était une idée qui vient des États-Unis, hein, et donc l'État s'est dit, en plus en France, il y a une culture, les entreprises ont du mal à collaborer avec le monde académique.
Puis même avec les startups, les relations grands groupes, startups, PME, grands groupes sont compliquées. Et donc, l'idée, c'est de donner des subventions pour faire des projets collaboratifs. Donc, des taux de subvention élevés pour les startups, 45%, pour les grands groupes, 25%, pour les académiques, ça dépendait, 45% des coûts totaux ou 30% des coûts marginaux. Et donc, l'idée, c'était de monter des projets collaboratifs. Donc, moi, pendant 10 ans, j'ai monté des projets collaboratifs entre ce qu'on appelait, pas à l'époque, des fintech et des insurtech, fintech, et des banques, des assurances, de la gestion d'actifs, etc., etc. Donc, l'idée, c'était, donc, à l'époque, il y avait 74 pôles. Il y avait 74 pôles dans différents secteurs, hein, énergie, donc finance, médecine, électronique, mécatronique, etc. Maintenant, en 2018, on est rentré dans la phase 4 des pôles, donc maintenant, on n'a plus que 54. Certains ont été regroupés, certains ont été fusionnés, certains ont été fermés. Il n'y avait pas atteint les performances. Parce qu'en fait, les pôles de compétitivité, il y a une partie d'argent public, une partie d'argent privé. Et en gros, il fallait atteindre une partie d'argent privé. Il fallait qu'en fait, on diminue de plus en plus l'argent public pour être autonome financièrement. Donc, nous, on est quasiment à 90% d'argent privé, entre les sponsorships, les adhésions, les projets européens. Donc, nous, le rôle de Finance Innovation, c'est de promouvoir la finance digitale, donc la finance innovante. Et souvent, elle se manifeste par le dynamisme des fintechs, des startups. Alors là, là, je n'ai pas pensé, mais tu me discutes. On a publié un palmarès, je pense, qui pourrait être intéressant. J'enverrai soit ce soir, soit demain le lien aux étudiants FinTech 100. Donc, les étudiants comme ça, ils peuvent voir un peu quels sont les 100 meilleurs FinTech en termes de chiffre d'affaires, de levée de fonds, etc. Ils peuvent avoir une vision un peu globale du chiffre d'affaires créé par les startups, du nombre d'emplois créés par les startups, voir un peu le poids de la finance digitale et de la fintech dans l'économie. C'est quelque chose qu'on va renouveler chaque année. Et pour ceux qui, parmi les étudiants, veulent aller travailler dans le secteur de la fintech, ça permet de voir quels pourraient être leurs employeurs potentiels. Je pense que ça peut être intéressant pour les étudiants de voir un peu ce palmarès. Donc, j'enverrai le lien ce soir ou demain. Donc, Finance Innovation, c'est une association professionnelle qui a pour but de promouvoir la finance digitale et la fintech, les collaborations entre les grands groupes de la finance, donc assurance, banque, gestion d'actifs, direction financière des grandes entreprises, finance durable et solidaire et finance immobilière, et les startups du même secteur et les académiques pour faire progresser l'innovation dans le secteur. Voilà en gros ce qu'est Finance Innovation. D'accord. Je viens de mettre, Maximilien, pour ton information, je viens de mettre le lien des FinTech 100. Hein, je l'ai mis là. Super, voilà. Nicolas, merci. Parfait. Alors, donc là, je vous ai mis, n'hésite pas, Nicolas, et les étudiants, n'hésitez pas aussi à poser des questions dans le chat. Les étudiants poseront pour des questions d'organisation à la fin où ils veulent, mais sur le mur, en fait, et c'est moi qui… je prendrai les questions pour les reformuler, etc., hein, d'un point de vue organisationnel, en fait. Hein, donc, voilà. Nickel, c'est parfait. Donc là, on a mis des membres du pôle. Hein, donc, vous voyez, alors là, on a plutôt mis des grands groupes. Les banques, les assurances, les cabinets de conseil, des fonds d'investissement, par exemple Brega, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans la fintech. On a mis aussi ce qu'on appelle des licornes. Les licornes, c'est des startups qui sont valorisées plus de 1 milliard d'euros. Donc, on a une Shift Technology qui est spécialiste de la lutte contre la fraude dans l'assurance, donc qui utilise du big data pour lutter contre la fraude dans l'assurance. On a mis Kiriba aussi, qui est pas c'est une licorne, mais pas française. Parce qu'elle est, en fait, c'est piloté par un Français, mais ils font la R&D en France, mais c'est une boîte qui est américaine, mais si elle était nationalité française, elle serait une licorne. Alors, elle est licorne aux États-Unis, donc il fait de l'agrégation de comptes pour les multinationales et du pilotage de plateformes de la trésorerie et du BFR pour les besoins de couvrement pour les multinationales. Là, plein de membres. Et donc, dans le cadre du pôle, en fait, on a trois axes de développement. Donc, premier axe, c'est tout ce qui est usine à projet. Donc, nous, on est missionné par l'État pour faire émerger des projets innovants. Donc, souvent, dans 90% des cas, c'est des projets de start-up, de petites boîtes, de fintech, de PME. On a aussi labellisé des projets de grands groupes. On a labellisé des projets d'AXA, du Crédit Agricole, de BNP, de Crédit Mutuel Arkea. Et clairement, je vous dis, même 10%, à mon avis, je suis en idée, c'est même moins. Pourquoi ? À la fois parce que l'innovation, elle vient plus des petites structures, et aussi parce qu'elles en ont plus besoin.
Évidemment, tout le monde connaît AXA, tout le monde connaît Crédit Mutuel, alors que les startups ont besoin de se faire connaître. Donc, dans cette usine à projet, on labellise à la fois des projets individuels, c'est-à-dire des projets de start-up, et des projets collaboratifs. Les projets collaboratifs, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les projets sur lesquels il y a des subventions de l'État pour les faire travailler ensemble. Et les projets individuels, c'est soit des projets qui ont pour but de communiquer. Bon, après, c'est pas grave, hein, Excusez-moi, c'est bon? Soit. Alors, c'est marrant parce que le truc se désactive, Nicolas. Je ne sais pas si c'est normal. Écoute, j'en sais rien, je fais attention, hein, mais voilà. Donc là, je t'entends, c'est très bien. Et donc, les projets donc, collaboratifs pour lesquels donc, il y a des subventions et les projets donc, collaboratifs pour lesquels il y a des subventions et les projets individuels, soit pour la communication, environ 40%, et 60% pour des plus petits tickets de subvention. Donc, comme c'est des startups, ils n'ont pas besoin d'avoir de très grosses subventions. Donc, des tickets entre 20 000, par exemple, et 200, 300 000 euros en subvention, en avance remboursable, en prêt à zéro. C'est souvent de la BPI qui donne ces petites subventions ou les régions. Les régions sont très actives. HE Île-de-France, InnovUp, PME, en région, donc Pays de la Loire, Rhône-Alpes, il y a énormément de subventions aussi pour l'innovation. Donc ça, c'est peut-être aussi un axe important pour les étudiants. C'est peut-être un axe important pour les étudiants. La France est un pays d'innovation. Je pense, enfin, c'est le cas. Après l'Angleterre, c'est le pays en Europe qui est le plus innovant, dans lequel le digital est le plus important. On a une image toujours de dire ouais, l'Allemagne, les Allemands sont meilleurs que les Français. Les Allemands sont meilleurs en industrie, ils ont une industrie plus forte, il y a moins de délocalisation, ils sont plus compétitifs. Par contre, en digital, la France est clairement plus forte que l'Allemagne. D'accord donc ça, c'est important. Comme tu disais, Nicolas, il n'y a pas à rougir. On a un très bon niveau en digital. Il y a une école d'ingénierie en France qui est très, très, très puissante, une école mathématique, un secteur financier aussi puissant. Donc, on a vraiment, on est à la fois bon en innovation, en start-up et aussi en fintech. Donc l'usine à projet, donc la médiation individuelle de projet, petit projet, ou de collaboratif, plus gros projet, avec des grands groupes et des startups et des académies. Ensuite, là, je vous ai mis en bas ce que je vous disais tout à l'heure, donc les axes du pôle, assurance, métier du chiffre et du conseil, c'est gestion et finances d'entreprise, c'est tout ce qui est direction financière des grands groupes, des entreprises, PME, ETI, grands groupes, donc tout ce qui est trésorerie, comptabilité, il y a énormément de choses dans la direction financière des grands groupes. La banque, évidemment, immobilier smart city, donc finance immobilière, gestion d'actifs et finance durable et solidaire. Ensuite, on a tout, donc ça c'est l'axe 1. Ah oui, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit, au pôle, il y avait une slide, là, je n'ai pas fait une slide en réalité, j'ai mis juste 2022, mais en fait c'est les slides de 2020 à 2021. En gros, aujourd'hui, il y avait 550 membres, on est 600 membres, on est 400 TPE-PME, on est 120 grands groupes, 60 ETI et une vingtaine d'académies. Donc ça fait 600 membres de Finance Innovation. Donc, axe 1, labellisation. Axe 2, construire la finance de demain. Donc, atelier groupe de travail livre blanc. Aujourd'hui, on fait aussi des working papers. Parce que les livres blancs, c'est un peu gros, donc on essaie d'en faire un peu plus sous la forme de working paper. Donc là, par exemple, hier, on avait la réunion, on est en train de travailler sur un working paper sur l'assurance durable. Donc ça, c'est un sujet, on essaie de mélanger à la fois la partie assurance et la partie finance durable et solidaire. On avait fait l'année dernière un working paper sur l'assurance santé. Et on a fait, dans la partie gestion et finances d'entreprise, on a fait un working paper sur les outils de pilotage de la trésorerie. Voilà. En fonction de ce que nous demandent nos membres, donc on fait des working papers un petit peu à la demande. C'est un prétexte, on est dans le monde des affaires, donc c'est aussi un prétexte pour se rencontrer, pour que les gens, les startups rencontrent les grands groupes. Vous verrez dans l'étude FinTech, Nicolas a mis le lien, c'est en fait la FinTech, c'est un phénomène B2B. D'accord, il y a 2 tiers de B2B, 1 tiers de B2C. Donc, il y a un vrai enjeu pour le dynamisme des FinTech, que les FinTech rencontrent rapidement des grands groupes pour qu'elles puissent faire des contrats avec elles et donc travailler. Et je reviens sur l'axe 1. Quand on labellise des projets individuels, la promesse de la labellisation, c'est qu'on vous aide à lever des fonds privés ou publics. Donc, rencontre avec des investisseurs, on a un comité d'investisseurs. Donc,
avec des business angels, avec des fonds, des venture capitalistes, des fonds d'ici ou des CVC, corporate venture capitalistes. Les banques ont des fonds et les assureurs ont des fonds aussi qui les intéressent. Donc, on les aide à lever des fonds privés, des fonds publics, comme je vous l'ai dit, les subventions, et aussi, on les aide à trouver des clients. Et dans les speed meetings, on fait ça chaque semestre. On a donc une soixantaine de partenaires, environ une quinzaine de consultants, une quinzaine d'investisseurs et une trentaine de grands groupes qui viennent pour faire leur marché. Voilà, tiens, telle boîte, je pourrais leur confier telle tâche, ça pourrait devenir mon sous-traitant. Les grands groupes sont les clients des startups en B2B. Nous, c'est notre travail vraiment de faire ça. Ça fait partie de l'ADN du pôle, que la labellisation permette de trouver du financement ou des clients. Et souvent, les entrepreneurs, ils préfèrent le financement par leurs clients que par leurs investisseurs, parce que voilà, les investisseurs, c'est quand même les patrons, c'est le patron du chef d'entreprise. Donc, les investisseurs, les chefs d'entreprise ouvrent leur capital parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils trouvent l'argent. Mais souvent, ils préfèrent justement le financement par le chiffre d'affaires plutôt que par la levée de fonds, même si évidemment, si on veut accélérer, les levées de fonds sont nécessaires, surtout aujourd'hui, avec les licornes, avec les IDR, etc. Donc, dans nos groupes de travail, on a donc des ateliers, donc working paper, groupe de travail, mise en relation, livre blanc, etc. Donc, on avait fait, pour info, on avait fait un livre blanc là, sur l'immobilier. C'est quelque chose qui peut s'intéresser. Et puis, on va probablement refaire des working papers dans le sujet. Et enfin, axe 3, tout ce qui est animation de l'écosystème. Donc, on a une chaîne YouTube. Donc, ça, si c'est des sujets qui vous intéressent, les étudiants, le paiement digital, l'InsurTech. Donc, allez sur Finance Innovation, vous verrez, il y a énormément de. Pour le coup, c'est pas hyper bien classé, désolé, on le classe un peu de façon chronologique. Et là, aujourd'hui, on a fait le Payment Day toute la journée. Donc, des nouvelles solutions innovantes de paiement, B2C, B2B. Donc là, on avait 2 sessions parallèles de table ronde, de pitch, etc. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur le site sur YouTube. Vous verrez, on a plein de vidéos, c'est intéressant. Enfin, voilà, en tout cas, si c'est un sujet. Donc, si certains d'entre vous font des mémoires sur, par exemple, sur la fintech, sur le paiement, sur l'insurtech, il y aura plein de choses, je pense, qui vont vous intéresser pour votre mémoire de fin d'études. Donc, dans l'écosystème, c'est évidemment des événements, du networking, on l'a dit, l'international, je vais en parler un petit peu plus loin dans les slides. Et en gros, les événements, donc c'est à la fois des gros événements qu'on a fait aujourd'hui, le Payment Day, mais aussi des petits événements, c'est très important. On fait énormément de webinars. Pour le coup, on a bien pris le virage du Covid et on a digitalisé très rapidement, en fait, c'est là où je suis devenu directeur général là, pendant la période du Covid. On a digitalisé très rapidement, en fait, nos événements et on a fait un webinar. Et dans l'année 2021, on a fait quasiment plus de 100 webinars. Parce qu'en réalité, c'est très facile à faire des webinars. Il suffit d'avoir la plateforme Livestorm. Livestorm, ça nous permet de suivre les KPI, qui s'est connecté, qui ne s'est pas connecté, etc. On enregistre, les gens se connectent, ça marche très très bien. Dans nos webinars, on a entre 20 minimum et 180 personnes en ligne. Donc, tout en sachant qu'on en fait quasiment 2 ou 3 par semaine, donc c'est relativement. Alors on n'a pas 237 personnes comme Financia, mais voilà, en gros c'est des clients potentiels, des investisseurs potentiels, donc les membres du pôle sont satisfaits. Donc ça, c'est très important. La communication, c'est très important, car on est dans des métiers quand même qui sont très particuliers. Moi, je dis toujours, à vous êtes un financier, donc vous êtes en finance, en gestion, on va dire vous êtes un peu des initiés. Et je dis toujours, voilà, 90% de la population ne sait pas ce qu'est la facturage, ce qu'est la fiducie. Enfin, on est quand même dans des métiers particuliers. Donc, il y a un besoin de communication. Et chaque domaine de la finance, moi, un truc avant, donc j'étais académique, j'avais fait une maîtrise de finance, donc j'avais une vision académique de la finance. Quand on est dans le monde professionnel, on se rend, par exemple, la gestion d'actifs, par exemple, en réalité, c'est un métier qui est très, très à part et qui est assez peu enseigné en réalité dans le monde. Voilà, j'étais prof à Dauphine, donc je peux vous dire, on avait un master gestion d'actifs, mais hors du master gestion d'actifs, il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient la gestion d'actifs dans Dauphine, et y compris dans les profs. Donc c'est intéressant de voir justement comment il y a la finance, elle est cloisonnée entre la gestion privée, la gestion d'actifs, chacun est dans son métier, la trésorerie, le machin. Et nous, notre travail à Finance Innovation, c'est de décloisonner tout ça, de faire circuler les gens des grands groupes vers les fintechs, des fintechs vers les grands groupes, et justement mettre un peu d'oxygène là-dedans pour que ça parle et que l'innovation se transforme. Voilà globalement les 3 axes de Finance Innovation. Bon, là, rapidement, donc, des stats un petit peu sur les labellisations.
Pas de truc particulier sur cette slide. Là, les exemples de livres blancs qu'on a fait. On a fait pas mal sur l'assurance. L'ancienne directrice générale du pôle était ancienne patronne de la HSBC Assurance, donc on avait un prisme un peu InsurTech Assurance. On a fait aussi dans la banque, dans la gestion de l'entreprise, dans l'immobilier. Donc là, tout ça est en ligne sur le site du pôle. Donc n'hésitez pas si vous avez des mémoires, des travaux à faire. Il y a beaucoup, je pense, des choses intéressantes sur des sujets où il n'y a pas forcément de livres. Il n'y a pas beaucoup de livres sur la fintech, c'est des choses en réalité qui sont encore très, très niches. Donc, à la fois, il y a besoin de travaux des étudiants, et là, je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous permettre d'avancer. Un truc aussi qui peut intéresser, on fait surtout ce qui est nouveau je dirais, outil de financement des PME. Donc, ça, c'est un truc qui est très bien, on a beaucoup développé pendant le confinement. Comment je peux faire financer ma trésorerie, comment je peux faire financer mon BFR, comment je peux faire financer mes fonds propres autrement que par une banque. Donc là, il y a énormément de fintech qui travaillent sur ces sujets-là. Il y a vraiment des super mémoires intéressants à faire, interroger les entrepreneurs, interroger les utilisateurs, sur le crowdfunding, sur le revenu-based financing. Enfin, il y a plein de. Vraiment, c'est des sujets très intéressants et très innovants. Maximilien, est-ce que ces livres blancs, toute cette data, en fait, qui a l'air fort intéressante, enfin intéressante plutôt, est-ce qu'elle est accessible en ligne ou il faut être membre de… Alors, là, tous les livres blancs, ils sont accessibles en ligne, les PDF. Vous allez sur le site du pôle. Normalement, il y a un onglet, alors j'ai oublié le nom, c'est genre travaux, tout comme ça. Je pourrais vous envoyer le lien. Et là, vous avez donc les livres blancs, vous cliquez, vous avez le PDF. Donc ça, c'est gratuit. Après, donc ça, c'est, on va dire, le côté livre blanc, donc c'est un peu le côté un peu grand public. Et après, il y a tous les travaux un peu pour nos membres, où là, c'est plus, on a des bases, genre par exemple Statista, SideTrade, etc., où on extrait des rapports de consultants, donc en anglais, au niveau international, et tout PwC, EY, tout ça, donc là, c'est payant. Où là, il y a plus de statistiques, on est moins dans un truc grand public, on est plus dans un truc vraiment public. Il y a toute une partie, bien sûr, gratuite, en plus, on est financé par l'État, donc c'est tout à fait normal de mettre en avant des choses gratuites. Donc, à la fois, nos événements sont là, pour la plupart, gratuits. Tous nos webinaires sont gratuits. Les événements physiques, ça dépend. Là, aujourd'hui, le paiement net, c'est gratuit. Quand on arrive à trouver des sponsors, c'est gratuit. Et sinon, c'est gratuit pour nos membres et payant pour nos membres. Mais en général, par exemple, pour les étudiants, c'est gratuit. On ne va pas payer les étudiants. Après, voilà, pour les banques qui ne sont pas membres, ou les assurances qui ne sont pas membres, ou les cabinets de conseil, donc là, ils n'ont pas d'argent, on peut leur faire payer. Alors, on va faire un événement, par exemple, sur le crypto day au mois de juin, donc c'est à la station F, donc c'est cher. Là, on fera payer donc, les non-membres. Voilà, donc, mais globalement, il y a énormément là, sur la chaîne YouTube, sur les donc ça, c'est gratuit. Ensuite, voilà, les événements, donc InsurTech Business Week, FinTech Business Day, c'est pour le speed meeting. FinTech Community, c'est notre événement annuel, donc maintenant qu'on appelle Finov. Voilà. Ça, je pense aussi, les étudiants, ça aussi, c'est un truc que moi, quand j'étais étudiant, je ne me rendais pas compte, mais maintenant, je le vois. Hein. C'est très important, le contact physique. Alors, souvent, moi, j'étais à Dauphine, hein, donc je n'avais pas de réseau, je n'étais pas dans le milieu des affaires du tout. Donc, les étudiants galèrent parfois pour trouver les stages. Donc, ceux qui galèrent pour trouver les stages, c'est possible, c'est normal. Voilà, si vous n'avez pas de réseau dans le milieu de la finance, c'est pas si facile. Il faut venir aux événements. Il faut aller au contact. Moi, je sais que j'ai des étudiants, on a toujours un peu timide, on a toujours un peu peur. Voilà, on ne se sent pas légitime, etc. Il faut vraiment y aller. Aujourd'hui, à FinTech Business, il y avait plein de monde. Il y avait des étudiants. Il faut venir. Et les gens sont, voilà, vous parlez, vous dites, voilà, bonjour, moi, je cherche un stage. Voilà, si vous ne manifestez pas ce que vous voulez, les gens ne vont pas le deviner pour vous. Donc ça, vraiment, il faut… souvent, on reçoit les gens cherchent du boulot. Ici, nous, on a des chefs d'entreprise chez nous. On a des gens qui embauchent et des gens qui lèvent des fonds, des gens qui ont de l'argent. Donc, il faut… si vous avez du mal à trouver des stages, il faut envoyer… L'email est insuffisant. Alors, je sais, moi, je suis un académique. Hein. Je suis je suis un introverti en réalité. Donc, je sais que c'est plus facile d'envoyer des mails. Et vous allez voir le changement je dirais, d'efficacité quand vous passez en direct. Je pense que c'est très important les étudiants, parce qu'à chaque fois, je sais que les étudiants ont du mal à trouver les stages, etc. Voilà, alors là, je les avais mis l'année 2020, donc bon, c'est à peu près la même période chaque année, en novembre, InsurTech Business Week, Neo Day au mois d'avril, etc. Ça, je passe. Donc, là, sur l'international, donc, on a des partenariats donc, pour le développement des fintech internationales.
Évidemment, c'est marrant, mais il y a un truc qui sort de nos études qu'on a faites, c'est que l'Espagne, c'est aujourd'hui le pays principal, le premier pays de destination des fintech françaises. Tu as raison. Pour moi, j'avais l'idée, l'Angleterre. L'Angleterre, c'est le pays de la fintech. En fait, l'Angleterre, c'est très bon. Les gens sont anglophones, mais l'Angleterre, en réalité, le marché est beaucoup plus développé en Angleterre. Les gens sont beaucoup plus digitaux qu'en France, mais par contre, la concurrence est là. Donc, les USA, on a des partenariats avec tout ce qui est Chine, Japon. C'est nous qui avons amené Shift Technologies au Japon, ils ont leur premier contrat au Japon, etc. Ça se développe bien au niveau international. Voilà, donc là, je vous ai mis un peu, là, voilà, on a encore un tout petit peu le temps. Je vous ai mis donc les thématiques qu'on traite. Vous voyez, c'est très large. Tout ce qui est donc cash management, gestion des risques, big data, intelligence artificielle, blockchain. Enfin voilà, c'est très très large. C'est en réalité la finance, surtout nous, telle qu'on l'envisage, il y a vraiment des thématiques très très riches. Voilà, donc ça, je vous ai mis un peu des stats sur le base contact, la newsletter, les abonnés Twitter. Voilà, juste, je dirais le côté caisse un peu de résonance du pôle. Voilà, donc alors là, c'est une présentation que je fais pour trouver des membres. Donc là, on a l'offre du pôle. Alors, pour une startup, démarrer et accélérer notre activité, trouver du financement, je vous l'ai dit. Recruter plus facilement avec le job board, développer votre activité internationale. Vous êtes un grand groupe. Voilà, vous êtes une grande entreprise, trouver des partenaires. Et ça, c'est intéressant, je pense, pour les étudiants. Moi qui suis au pôle depuis 10 ans, donc j'ai une bonne vision. En fait, au début du pôle, moi, quand j'y étais, c'était très compliqué de mobiliser les investisseurs et les grands groupes. En gros, dans la finance, hein, alors qu'on est quand même dans les grandes banques, ils étaient membres du pôle, mais ils étaient un peu membres, on va dire, inactifs. Voilà, je donne l'argent au pôle, ils me laissent tranquille. Et en 2015, on a vraiment, 2015-2016, on a eu vraiment le changement de paradigme. Les taux ont commencé à baisser, l'intérêt pour aller dans la fintech, pour se digitaliser, de la demande de leur part, donnez-moi des listes de fintech, faites-moi rencontrer des fintech, les investisseurs, qui, entre nous, je ne vous le répéterai pas, mais c'est des gens quand même très radins, les investisseurs, qui viennent et qui disent, voilà, je veux cotiser. Alors qu'avant, ils se disaient, non, mais de toute façon, toi, tu as besoin de moi pour financer tes boîtes, donc moi, je ne donnerai jamais 1 euro. Vous voyez, c'est intéressant de voir le changement de mindset des grandes entreprises, des investisseurs, par rapport au monde des startups. Où là, c'est devenu vraiment intéressant, c'est devenu hype, c'est devenu des sources je dirais, de digitalisation, d'innovation, etc. Maximilien, j'ai une question pour toi là. Tu parles justement de changement d'environnement et surtout, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, on ne voyait pas autant de levées de fonds aussi important. Hein. Si je me trompe, je crois qu'en 2021, sur 93 fintech qui ont levé des fonds, 7 ont levé plus de 100 millions, je crois, hein, il me semble. Donc, c'est énorme pour… tu es le premier à le constater. Hein. Il n'y a pas si longtemps, justement, c'était souvent assez critiqué. On disait, mais attendez, on va dans la Silicon Valley, lever 50 millions de dollars, 100 millions de dollars, c'est assez courant, quel que soit le secteur d'activité. Maintenant, on voit bien, tu l'as souligné tout à l'heure avec les licornes françaises, on en a 27, je crois. Donc, certes, on est loin derrière les Américains, mais on n'a pas à rougir par rapport à nos amis européens. Qu'est-ce qui fait que, justement, il y a un engouement à la fois dans le capital d'amorçage, après sur les différents levées de fonds, mais on atteint donc des sommes qui sont aujourd'hui records, et tant mieux c'est, parce que ça veut dire quelque part qu'il y a des projets qui vont avoir une envergure mondiale. C'est le dynamisme du private equity, est-ce que c'est la baisse des taux de manière durable, et tout simplement, est-ce que c'est l'innovation qui est en train de séduire des investisseurs, ou finalement ils se disent il y a une belle carte à jouer? Alors, en réalité, moi, j'ai un peu une vision plus d'économiste, là, pour le coup, sur les affaires. Moi, ce que je constate, c'est qu'en réalité, les fintechs, entre celles que j'ai connues en 2010, qui galéraient pour lever, et celles d'aujourd'hui, c'est les mêmes. C'est les mecs qui ont 10 ans de plus, de moins, mais c'est les mêmes. Donc, la tech, elle était là. La France, c'est un pays d'ingénieurs, de mathématiciens, c'est un pays de tech. Donc, pour moi, là-dessus, ça a toujours existé. Par contre, et là, je vais dire les choses honnêtement, dans la finance, il y a un aspect de rente. Et dans la finance, en fait,
si vous gagnez bien votre vie, je vais être méchant, mais en ne travaillant pas, voilà, donc il n'y a pas de problème. Les taux étaient suffisamment élevés. Il y avait les obligations d'État qui étaient rémunérées. Clairement, les assureurs, que je connais très bien, voilà, moi, je suis un investisseur institutionnel. Je n'aime pas le risque. Je ne vais pas faire du private equity. Et en plus, il y avait à l'époque sur la 26.2 qui contraignait les assureurs, etc. À partir du moment où les taux sont à zéro, je veux dire, vous ne pouvez plus rémunérer vos assurances vie, les UC, etc., le taux, le fonds euro et tout. Et là, on a vu vraiment le mindset des assureurs, je dirais, changer et dire, ah ben là, il faut que je trouve du rendement. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds de dette. Ça s'est développé là, durant les 10 dernières années. Et les fonds de dette, ils vont là. Moi, je suis vraiment étonné. Hein. On a des appels. Nous, on est un fonds de dette. Aidez-nous à trouver des fintechs qui ont des business, qui ont des algorithmes innovants pour faire qu'on puisse dépenser l'argent. Parce que les fintechs, elles permettent, avec un fonds de dette, de faire tourner, je pense par exemple sur le financement du BFR, rue Financier, on fait tourner la dette 4 fois dans la même année, donc avec des taux beaucoup plus élevés, des taux à 7-8%. Vous imaginez 4 fois ça dans l'année, c'est énorme, alors que les taux sont à zéro. Donc, clairement, il y a un effet, il faut toujours, vous êtes des financiers, il y a toujours l'actif et le passif. Il ne faut jamais oublier le passif. L'actif, il y a toujours des choses à financer. Par contre, le passif, les investisseurs, ils ont une vision. Ils ont des représentations qui changent. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est que ça. Parce que là, en fait, ils ont vu qu'ils pouvaient gagner de l'argent. D'accord. C'est un peu, je dirais, les taux à zéro qui les ont un peu forcés à goûter le truc. Et bien là, ils ont goûté, ils trouvent ça intéressant. Donc, il y a de la vigilance, parce qu'il faut faire attention, les taux vont remonter. Il va y avoir toujours la tentation d'aller vers la plus la facilité. Il y a ce qu'on appelle l'effet d'éviction en économie. Mais par contre, je pense que malgré les taux, il y aura quand même significativement je dirais, de l'investissement parce que les banques d'assurance ont vu que c'était intéressant. Le sujet aujourd'hui pour les licornes, ça va être de passer à la cotation. En gros, c'est comment, donc c'est le sujet du Nasdaq européen. Donc, tu disais tout à l'heure Silicon Valley, et évidemment, il y a le Nasdaq. Moi, il ne faut jamais oublier, vous êtes financer des financiers, moi, je suis un investisseur, comment je sors? Et Amazon, Google, Twitter, par exemple. Twitter, ce n'est pas rentable. C'est une machine à brûler du cash. Amazon, Google, tout ça, pendant 20 ans, ce n'était pas rentable. D'accord. Donc, il a fallu construire et c'est ce que font bien les Américains, parce qu'ils sont très collaboratifs, il a fallu construire une industrie qui fait que je suis un investisseur, je sors et je gagne de l'argent. Et donc là, le sujet comme tu disais Nicolas, pour les Bono 27 Bitcoin, et puis il va y en avoir d'autres, c'est comment, pour ces investisseurs, sortir en faisant de l'argent. Donc ça peut être acheté par les industriels, c'est je pense ce qu'avaient beaucoup de fonds quand ils avaient levé des fonds, mais aussi ça va être sortir sur le marché. Dans ce cas-là, aller à la cotation. Donc en gros, la réponse à la question, c'est je pense que si on n'avait pas eu les taux zéro, ça n'aurait pas été aussi vite. Il y a eu une accélération, ça aurait été plus lent. Parce que c'est quand même la nécessité qui fait bouger les gens. Mais par contre, maintenant que les gens ont goûté, les taux vont remonter, donc il y aura sûrement, ça va diminuer, hein, bien sûr, mais ça ne sera pas du tout un niveau bas, parce que vraiment, il y a de la performance. Et n'oublions pas qu'il y a ça je ne l'ai pas dit, il y a toute une réglementation. Il y a toute une réglementation je dirais, qui pousse à l'innovation. Les pouvoirs publics, ils ont vu quand même que les banques d'assurance, ce n'étaient quand même pas les secteurs les plus innovants de la Terre. Hein. Et pourquoi? Parce que les banques d'assurance immobilier, c'est des secteurs qui sont, moi, ce que j'appelle dominants, au sens où c'est eux qui fournissent l'argent, c'est eux qui fournissent les capitaux. C'est pas les patrons, mais ils font, voilà, c'est des financeurs. Donc, ils sont pas soumis à la même concurrence que les industriels. Les industriels, ils ont pris la mondialisation dans la figure. Ils ont pris les Chinois dans la figure. C'est quand même c'est compliqué hein, pour les énergéticiens, pour les usines, d'être compétitifs. Alors qu'en réalité, les financiers, ils sont protégés déjà par la langue, par le juridique. En France, même si vous avez la DSP2, vous avez le RGPD, des trucs européens, déjà, vous n'êtes quand même pas en concurrence avec les Chinois, avec les banques chinoises. Parce qu'il faut que la banque chinoise qui vienne, il faut qu'elle s'adapte à la loi française. Donc, c'est compliqué. Il y a une forme de protectionnisme juridique qui fait que vous n'êtes pas complètement en compétition dans un monde mondialisé. Et les pouvoirs publics se sont dit, bon, ben voilà, il faut maintenant que les assureurs, les banquiers,
ils se modernisent. Donc, il y a eu la réglementation qui a bougé, suite aussi à la crise des subprimes, qui a dit ils ont abusé, donc il faut qu'on les surveille. Il faut du digital pour les surveiller. Et donc, je pense que ça fait aussi partie de la vision de la Banque centrale, du Trésor, de l'État, de dire, bon, ben voilà, il faut aussi que ces secteurs-là, qui sont des secteurs un peu rentiers, il faut qu'ils gagnent en productivité, il faut qu'ils changent. Et donc, clairement, ça fait partie, cette digitalisation du secteur fait partie, donc c'est ce qui fait le nerf de la guerre de ces fintech, sur la partie B2B. D'accord. Maximilien, j'ai une question là qui est posée par un étudiant. Globalement, il dit, voilà, au départ, une start-up, hein, elle est innovante par essence, elle veut évoluer, elle veut donc intéresser à la fois des investisseurs, mais également des collaborateurs, donc des talents. Mais une fois, et si elle est absorbée par un grand groupe, donc un groupe d'assurance, un groupe bancaire, financier, est-ce qu'elle ne perd pas un peu de sa substance, c'est-à-dire en termes de liberté créative, de pouvoir justement continuer l'aventure qu'elle avait dès le départ? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, c'est ambivalent. Voilà, ce midi, je déjeunais avec le compte Nickel. Donc, le compte Nickel, vous savez, c'est le compte, entre guillemets, pour les gens qui n'ont pas d'argent. Je crois, qui a été vendu 240 millions d'euros. Hein. Voilà, la BNP l'a racheté. Ils ont été absorbés par la BNP. Et il n'y a pas longtemps, je déjeunais avec Trésor, qui est une fintech qui permet de donner des moyens de paiement, de transfert d'argent, donc de mettre d'utiliser les agréments monnaie électronique et établissements de paiement pour des fintechs. Et ils étaient intéressés par la Société Générale. Moi, ce que je peux vous dire, c'est pas faux de dire ça, pas faux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la fintech, quand elle est rachetée par une banque ou une assurance, c'est volontaire. Les chefs d'entreprise, ils veulent faire fortune. Voilà, ça fait partie de leur. En tout cas, une certaine partie des chefs d'entreprise veut faire fortune. Il y en a qui ne veulent pas faire fortune, qui veulent être les patrons chez eux. Mais il y a une partie des chefs d'entreprise qui veulent faire fortune. Donc, quand vous avez une banque qui vient vous voir et qui vous dit je vous rachète 250 millions d'euros, je veux dire, il faut être. Si vous voulez faire fortune, il faut être très discipliné pour refuser. D'accord? Et tout en sachant que si la BNP a dit ça, c'est qu'il y avait d'autres gens qui tournaient autour. Parce que vous mettez en concurrence un peu les gens. Quand on sait que la fintech, c'est un phénomène B2B, et quand on discute avec les investisseurs fintech, quand ils ont levé les premiers fonds fintech en 2015, en fait, les fonds, ils se sont dit, je lève des fonds auprès d'institutionnels, mais qui va me racheter mes boîtes? L'idée, c'est que c'était les banques et les assurances. Donc, ça fait partie de la logique de l'écosystème. Après, c'est plus compliqué que ça. Vous allez voir aujourd'hui, les licornes, elles font des énormes levées de fonds. Vous avez vu, par exemple, que alors Luco, ce n'est pas encore une licorne, ils ont racheté le concurrent allemand, ils ont racheté donc, une PropTech, real estate tech française. Et il y a tellement d'argent, les licornes, que c'est eux-mêmes. Maintenant, c'est les startups qui se rachètent entre elles. Donc, c'est intéressant de noter ça. Pour montrer que le truc se complexifie. Alors, je vous prends l'exemple de Trésor et de Contiquet. Clairement, et ça, j'avoue que c'est étonnant. Les banques, elles leur laissent la liberté, je dirais, commerciale et organisationnelle. Parce qu'elles ont compris que. Et ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des fintechs qui ont été, je ne citerai pas les noms, c'est un peu des membres, je les ménage, mais il y a des fintechs qui ont été bouffés, exactement comme a dit la personne qui a posé la question. Ça a été vraiment un échec. Mais je trouve que les acquisitions récentes, j'ai l'impression que les banques se sont quand même rendues compte que si tu rachètes une fintech et tu les empêches de commercialiser comme ils veulent et d'organiser comme ils veulent, c'est pas la peine. Je veux dire, tu tues le truc. Donc, Trésor et ils ont de l'autonomie commerciale de l'organisation. Après, et là c'est le côté, on va dire, positif. Encore un côté positif, c'est que la réglementation, ça coûte cher. Et donc, là, moi, je discutais avec les gens du communiqué Trésor. Ce qu'ils disent, c'est que la banque, elle les aide sur la partie réglementation. Ce sont des pros. Ce sont des pros, la réglementation. Ils savent suivre la réglementation. Donc, il y a un certain sens à ce rachat en disant, mais ce sens-là, il faut le garder. Si la banque, elle commence à dire, c'est nous qui allons, vous allez vous organiser comme nous, ça ne sert à rien, ils vont devenir une banque, ils vont devenir moins efficaces. Ne jamais oublier que tout ça, c'est des équipes d'hommes. Et c'est des équipes d'hommes en fonction de l'organisation. Et ça se base sur le charisme d'un chef, il y a une psychologie sociale de tout ça en réalité. Donc voilà, après, je ne vous dis pas que. Moi, j'ai des exemples de boîtes qui ont été rachetées par des cabinets de conseil, des banques et tout, c'est un échec. Hein. Après, ce n'est pas que des échecs.
je sens que ceux qui font des acquisitions commencent à comprendre comment pour ne pas avoir d'échec. Mais sachez, par rapport à la façon de des questions, les acquisitions, c'est aussi entre startups. Les industriels, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'industriels qui rachètent des fintechs, donc pas les banques, pas les assurances. Des fonds d'investissement. Voilà, donc c'est assez, je dirais, d'asset manager, par exemple, pour acheter des boîtes de crowd, pour acheter de l'immobilier aussi. Donc c'est quelque chose d'assez, je dirais, écosystémique. Ce n'est pas simplement les grandes banques, les grandes assurances qui rachètent. Très bien. Selon toi, tu parlais justement des échecs, hein, qui sont, à mon avis, souvent extrêmement intéressants de les intégrer pour les corriger. Est-ce que toi, avec ta casquette à la fois de professionnel et d'académique, est-ce que tu considères que c'est souvent le facteur humain qui a été déconsidéré par l'entreprise qui va acquérir une autre, justement, parce que tu parlais effectivement qu'il faut s'adapter, mais est-ce que tu crois que une des raisons qui peut expliquer souvent comment dire, les conséquences d'un rachat, c'est que l'entreprise qui rachète n'intègre pas assez les différences culturelles. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Non, alors, plusieurs points là-dessus. Déjà, avant de parler du rachat, nous, on est un peu, pour les chefs d'entreprise, on est un peu un tiers de confiance. D'accord? En gros, quand ils ont des soucis, ils nous en parlent. Et souvent, ça c'est intéressant, je pense, pour les étudiants, souvent, il y a des querelles d'associés. Mais vraiment, hein, souvent, il y a des querelles d'associés. Souvent, alors là, c'est au-delà des fintechs, c'est les startups en général, c'est des équipes. Alors, parfois, il y a des gens seuls, mais de plus en plus, c'est des équipes. Vous avez un CTO avec un mec qui fait du commercial, vous avez des équipes. Et il y a beaucoup, beaucoup de conflits. Et là, j'arrive sur ce que tu dis, Nicolas, sur de l'humain. Il y a beaucoup de conflits humains, des visions différentes de la boîte, une vision plus tech, une vision plus commerciale, des querelles sur la valorisation. Enfin, voilà. Il y a plein de choses déjà au-delà du rachat, des tensions humaines. Ensuite, au niveau du rachat, ce qui joue beaucoup, ce qui fait qu'une startup ce soit efficace, moi je vois au niveau du pôle où on est 15, on va vite, c'est que les décisions sont rapides. Les décisions sont rapides. Alors, je ne vais pas, là, c'est enregistré, donc je ne peux pas dire les noms, mais des grandes banques, des grandes assurances, enfin, moi, je suis allé dans des trucs, je ne sais pas, il y a 20 échelons dans la boîte, quoi. Il y a 20 échelons dans la boîte. Pour prendre une décision d'aller dans un projet collaboratif dans lequel on vous donne des subventions, où votre partenaire est subventionné, donc ça va vous coûter quasiment rien, voire rien, on fait 4, 5, 6, 7 réunions. À chaque réunion, il y a un mec nouveau qui débarque et qui dit qu'en fait, il n'a pas suivi le truc. Un chef qui arrive, qui dit il faut tout lui réexpliquer. Enfin, c'est des trucs de grands groupes. C'est ce que j'appelle, moi, la bureaucratie, au sens de Max Weber. La bureaucratie, les mecs sont, ils sont, excusez-moi, mais ils sont à 10, à 20 pour prendre des décisions. Et donc, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et ça, pour moi, c'est le plus grand facteur. Moi, je donne un cours à une école d'ingénieurs sur le management des startups. Et moi, je vois le management des startups, c'est qu'on prend une décision qu'on prend en 10 secondes dans une startup, elle peut prendre 3 mois à être prise dans un grand groupe. Et quand vous avez dit ça, vous avez dit beaucoup de choses. Et vous n'avez pas tout dit, vous avez dit beaucoup de choses. Et quand vous voyez, par exemple, que dans les grands groupes, donc un groupe qui acquiert donc une fintech, une startup, il y a ce risque de rentrer dans ce processus décisionnel bureaucratique, quoi. Quand vous prenez une décision 100 fois moins vite, quand je dis 100 fois, ça peut être 1000 fois moins vite, je peux vous dire que moi, je ne donne pas de nom, mais nous, par exemple, on fait un webinaire, l'entreprise elle nous dit, voilà, Maximilien, on ferait un webinaire, ouais, est-ce qu'on essaye de faire 2-3 boîtes en même temps pour qu'il y ait quand même des communautés, est-ce que tu veux mettre telle personne? Ok, on y va, c'est pris. On l'a fait en presque un quart d'heure, quoi. Dès qu'on met un grand groupe dans la boucle, je ne vais pas citer les noms, il y a la com, il y a l'opérationnel, il y a le machin, il y a le... Enfin, on est rentré dans la bureaucratie pour faire un petit webinaire. C'est ça que je trouve que ça dit beaucoup de choses. Et donc, quand vous avez des acquisitions où vous avez en gros, c'est ce que dit Galbraith, vous avez la technostructure qui prend le pouvoir, c'est fini. Quand la technostructure prend le pouvoir, ça veut dire que le truc ne va pas être efficace. Et donc, c'est ça le danger des acquisitions. Si vous laissez la technostructure prendre le pouvoir, c'est mort. Si vous laissez de l'autonomie managériale à vos équipes, et d'ailleurs les grands groupes qui s'en sortent, Google,
Air Liquide, il y a des exemples de boîtes, de grandes boîtes qui sont dynamiques. Et ben, c'est parce que vous avez énormément d'autonomie de la part des managers sur l'organisation, sur les résultats, etc. etc. Donc, je suis d'accord avec toi, Nicolas, quand tu dis que c'est un problème humain, mais c'est un problème, c'est quand, je pense qu'il ne faut jamais oublier que la centralité et la rapidité de la décision, c'est important. Et c'est ce qu'on oublie, même dans l'État, hein, dans l'État, je veux dire, quand la centralité diminue, quand vous êtes trop lent pour prendre des décisions, voilà, ça se voit, quoi. Et ça se voit assez vite, même, sur les résultats. Et donc, ce problème humain, c'est aussi un problème organisationnel, je pense. OK. Alors, j'ai une question, entre autres, d'un étudiant qui dit, voilà, auriez-vous un deal flow de startups qui sont en recherche de levée de fonds? Ah bah oui, bien sûr. Hein. Donc, il faudrait que je vous envoie, Nicolas, peut-être que vous l'enverrez aux étudiants, Oui. là, on l'a en PDF. Donc, le dernier, les derniers, c'est pas en ligne, je crois. Je l'envoie en PDF. C'est les derniers catalogues des labellisés. Donc, là, on a labellisé, je crois, 25 boîtes au semestre. On est quand là, au deuxième semestre 2021. Donc voilà, donc ça, c'est des boîtes. Elles ne sont pas toutes à la recherche de fonds, mais on va dire plus de la moitié sont à la recherche de fonds. Donc, on a un deal flow, bien sûr. Bah, tout le monde n'a pas la chance d'être dans une famille fortunée. Donc, on va dire que je dirais il y a entre 60 et 80% des boîtes qui cherchent à lever des fonds. Tout à l'heure, je vous avais dit, si elles peuvent éviter, elles évitent. Donc, c'est soit la love money, soit les mecs ont fait fortune, les gens dans la finance, voilà, soit la famille. Mais voilà, ce n'est pas non plus le cas majoritaire. Donc oui, vous avez entre 60 et 80% des boîtes qui cherchent à lever des fonds. Donc, on a un deal flow constant de recherche de boîtes qui cherchent à lever des fonds. Autre question. Merci Maximilien pour ta réponse. Est-ce que donc le pôle finance innovation s'intéresse donc aux produits et services des banques centrales et notamment sur la perspective notamment de la création des crypto-monnaies officielles? Est-ce que c'est un sujet auquel vous réfléchissez? Parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu faisais référence aux taux d'intérêt qui ont tendu vers zéro, et forcément, ça redistribue les cartes des investisseurs, mais aussi, et tu sais très bien, c'est notamment la conséquence de la politique monétaire des banques centrales, à commencer par la Fed et la BCE, sur la création de la masse monétaire, avec les conséquences au niveau de l'argent en circulation et disponible. Est-ce que c'est un sujet que vous commencez à réfléchir ou pas? Alors nous, on est quand même très business. Bon, moi je suis un économiste, donc c'est des sujets moi, qui m'intéressent personnellement. Après, pour le pôle, on est très business. Donc on est vraiment dans la fintech. Il y a un côté micro-économie, plus que macro. Après, ça a des impacts sur le business, tout ça. Nous, par exemple, là, on va faire le Crypto Day. Donc on est dans les sujets de monnaie digitale de banque centrale. Donc, pour les étudiants, aujourd'hui, les banques centrales, donc dans le cadre de la blockchain, elles réfléchissent à… Aujourd'hui, par exemple, quand vous avez sur votre compte, votre argent électronique, entre guillemets, ce qu'il y a sur votre compte, donc ça, c'est de l'argent immatériel, hein, il est associé à votre nom, prénom, etc. Ils réfléchissent aujourd'hui à faire du cash. Donc le cash, quand vous avez un billet de 100 € dans votre poche, il n'y a pas marqué votre nom sur le billet de 100 €. Donc avec la monnaie digitale de banque centrale, on réfléchit donc, sur une blockchain à faire du cash, donc c'est-à-dire du cash digital, du cash anonyme. D'accord. Donc ça va changer des choses. Ça va faire qu'on puisse disposer de cash payé donc en ligne de façon anonyme, etc. etc. Enfin, il y a tout ce qui est blanchiment d'argent. Mais ça, c'est possible parce qu'on a la blockchain qui permet de justifier l'existence réelle de ce cash digital. Donc ça, c'est des sujets qu'on regarde. Pourquoi? Parce qu'il y a l'innovation technologique dedans. Donc, nous, c'est notre sujet, l'innovation technologique dans la finance. Donc, de la blockchain. On a des groupes de travail sur la blockchain. On a fait un livre blanc en 2019 sur la blockchain. Donc ça, c'est des sujets qu'on regarde. On est, nous, dans le groupe Blockchain de la Caisse des dépôts sur ce sujet-là. On va faire le Crypto Day là, au mois de juin, 1er juin. Donc, on aura une table ronde probablement sur ce sujet-là. Donc, c'est des sujets qu'on regarde, qui nous intéressent. Après, on ne va pas donner des préconisations à la Banque centrale. Voilà, on ne va plus être sur la techno blockchain qui va permettre l'usage. Et l'usage, il sera en réalité, il n'est utilisé pas que pour la Banque centrale, il est utilisé par nous. En fait, avant, c'était moi qui suis à l'asset management au pôle. Il est utilisé dans ce qui est asset services, dépositaire. Et d'ailleurs, en réalité, la blockchain, elle est plus utilisée aujourd'hui dans les banques, dans ce milieu-là, que dans la crypto. La crypto, c'est vraiment un milieu d'entrepreneurs un peu hors finance. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant pour les étudiants à noter. Donc, voilà. Donc, nous, on va plus s'intéresser vraiment à la techno. Après, moi, ça m'empêchera, on aura des avis, etc. Mais ce ne sera pas forcément le rôle du pôle de dire à la banque centrale ce qu'il faut qu'elle fasse.
Mais la Banque de France est membre du pôle, la CPR est membre du pôle, l'AMF est membre du pôle. On est en coordination. Et le régulateur est membre du pôle parce que lui, nous dans l'esprit meeting dont on parlait tout à l'heure, la CPR et l'AMF rencontrent les fintechs pour leur dire voilà la réglementation, voilà ce que vous devez faire, vous devez prendre tel agrément, etc. Donc il y a un enjeu il y a un enjeu vraiment de pédagogie de l'agrément. C'est-à-dire la finance est hyper réglementée. On ne peut pas ce qu'on veut avec l'argent des clients. Donc il y a vraiment cet enjeu important. D'accord. Est-ce que pour une question là d'un étudiant, d'une étudiante, elle pose la question suivante: pour avoir la labellisation, faut-il que l'entreprise soit déjà créée? Oui, il faut que l'entreprise soit déjà créée parce que le but de la labellisation, en fait, c'est d'aider à trouver des clients et des investisseurs. Et donc, pour avoir des clients, il faut pouvoir facturer, donc il faut que la boîte existe. Après, alors, il y a eu des périodes dans le pôle, je dirais, ça change. Donc, au début, le pôle était très sélectif, au tout début, quand je suis arrivé. Après, l'idée, ça a été d'ouvrir au maximum parce que le phénomène grossissait. Donc, on a beaucoup labellisé. Là, maintenant que on labellise un peu, on labellise encore quand même pas mal. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un projet qui n'est pas quand même complètement fini en termes de tech, et on peut, surtout sur les projets R&D, on pourra vous labelliser. Après, pour la partie label individuelle, c'est vrai que comme il y a le côté commercial, on demande à ce que le produit soit terminé. Donc, après, nous, moi, j'ai accompagné personnellement des boîtes qui n'est pas encore créées. On coach les chefs d'entreprise, on les met en relation avec, ça peut être l'incubateur qui paye pour eux. Voilà, pour nous, ça fait partie de notre rôle aussi d'accompagner les entreprises qui ne sont pas encore créées, les entrepreneurs qui ne sont pas encore créés. Par contre, donc on va les mettre en relation avec des investisseurs, etc. Et parfois, c'est même une bonne stratégie de créer sa boîte. Par exemple, vous avez des subventions, crédit impôt recherche, tout de R&D et tout. Vous avez le GEI, et le GEI, il ne marche que 7 ans. Donc, parfois, il vaut mieux ne pas créer toute la boîte parce que vous n'avez pas de salariés. Donc, ça ne sert à rien de créer la boîte si vous n'avez pas de salariés. Vous voyez? Donc, il y a toute une stratégie qu'on explique aux boîtes. Quelle est la bonne stratégie pour créer sa boîte? Après, le label, voilà, il n'y a pas que le label. Hein, je veux dire, il y a des très belles boîtes qui ne sont pas labellisées parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'elles ne veulent pas de subvention publique, parce qu'elles ne veulent pas de communication, elles sont aussi en B2B pur, et des boîtes qui ne sont pas prêtes pour ça. Et dans ce cas-là, ce n'est pas grave. On les labellisera plus tard. Voilà. D'accord. J'ai une question, Maximilien. Tout à l'heure, tu as commencé en préambule à faire référence à Schumpeter. Tu connais son action par rapport à la destruction créatrice, en fait, hein, donc les bienfaits. Donc, comme tu le sais, aujourd'hui, il y a deux approches. Hein. Soit on défend cette idée-là, soit on est opposé. Rappelle-toi, Uber a fait couler beaucoup d'encre. Hein. On pensait voir la disparition des chauffeurs de taxi. Ils sont toujours là. Est-ce que, là, j'arrive justement sur le milieu bancaire, hein, les réseaux d'agences qu'on voit fermer peu à peu. La banque de 2030, toi, avec ta casquette d'académique et de professionnel, comment tu la vois, la banque de 2030? Déjà, je dis toujours, les changements, il n'est pas à court terme. Il est de l'ordre d'une génération. Pour changer, on revient dans 25 ans, le monde aura, on est quand, en 2022, en 2042, en 2047, le monde aura changé. Par contre, vous allez venir dans 5 ans, le monde n'aura pas changé. Donc, c'est générationnel. Et le changement, il est lié donc, à la jeunesse. C'est la nouvelle génération. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, on sort de la mondialisation, on sort des périodes des années 90-2010? Parce que c'est une nouvelle génération qui arrive. Et en fait, cette génération, elle a des. Moi, j'ai des enfants, ils sont jeunes, ils sont dans le TikTok, machin, etc. Moi, on n'était pas du tout là-dedans. Alors, vous les étudiants, je ne sais pas si vous êtes sur TikTok, vous êtes dans Instagram, etc. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la génération, on est plus influencé par sa génération que par ses pairs, les parents. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que la banque du 2030, elle sera. Donc, en France, on a un système bancaire oligopolistique. On a 6 grandes banques. Très, très efficaces. On a des coups, un peu comme les EDF, etc. On a des coups bas, les banques en réalité, en France. On a beaucoup d'économies d'échelle, etc. Par contre, ce côté oligopolistique a fait que les banques se reposent un peu. Elles ont été, je dirais,
innovants dans les années 80. Ils ont fait la carte bancaire, ça vient de la France, hein, la carte bancaire, la puce, tout ça, c'est un truc, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un truc français, ça, que tout le monde a copié. Alors, il y a beaucoup de trucs français que tout le monde a copié. Et bon, bref. Mais voilà, ça c'est un peu, en gros, voilà, elles se sont un peu endormies. Et donc maintenant, l'innovation, elles vient des fintechs. Donc, il va y avoir des agences qui vont fermer. Le Covid a accéléré la digitalisation. Les gens veulent pouvoir faire les choses le week-end. L'immobilier, c'est des résistances énormes. Tout est encore papier. Vous faites un achat immobilier, vous devez signer une conversion papier. C'est catastrophique, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça va changer. Il va y avoir une augmentation de la valeur ajoutée du service des financiers qui, je pense, aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus exigeants que dans les années 70-80. Je veux dire, ils veulent tout de suite, ils veulent du conseil, ils se débrouillent eux-mêmes. Ils vont sur Internet, ils regardent, ils comparent. Le consommateur devient beaucoup plus intelligent. Et la banque, elle a du mal à suivre. Les conseillers bancaires ont du mal à suivre. Donc, moi, je dirais des conseillers beaucoup mieux formés, moins nombreux. Donc là, attention, comme tu dis, Nicolas, attention au chômage. Parce qu'en réalité, la discriminatrice, ce n'est pas que positif, hein, c'est aussi les gens qui sont devenus au chômage. Un des problèmes de la théorie de la réalité schumpeterienne, c'est que les mecs, des usines qui ont été mis au chômage, ce n'est pas les mecs qui deviennent data scientists. Donc, tu vois, les data scientists, c'est les jeunes qu'on recrute. Donc, il faut faire attention. Les banques, c'est aussi un employeur important dans un pays comme la France. Donc, voilà. Donc, il y aura moins d'agences, plus de conseils haut de gamme, des clients plus instruits, plus exigeants, à la fois sur les horaires, En fait, le client va vouloir qu'on se rentre dans son code. Et c'est ça que fait la FinTech. La FinTech, elle est dans le user experience utilisateur. La banque n'est pas dans l'expérience utilisateur. Donc, les banques, je dirais, s'appuyant sur les FinTech, vont améliorer leur expérience utilisateur. Et moi, je pense ce qu'on va observer, ça va être des assurances qui vont faire de la banque, des asset managers qui vont financer des PME. Il va y avoir une complexification du paysage, comment dire, pas une polymérie, ça va être un paysage plus complexe qu'aujourd'hui, en fait, que nos 6 banques, BPCE, Crédit Agricole, etc. Quel conseil tu pourrais donner à nos étudiants? Là, on a différents profils, hein. Il y en a qui travaillent en compliance, d'autres en finance d'entreprise, en finance de marché, en finance immobilière. Donc, on a comme ça plusieurs gestions de patrimoine. Quel conseil tu pourrais leur donner? Parce que tout à l'heure, tu as abordé une thématique ô combien importante, c'est-à-dire le réseau, c'est-à-dire rencontrer, parce que sur 100 rencontres, il y en a une qui sera ce capital. Et puis, les rencontres font naître d'autres rencontres, surtout dans un monde virtuel. Hein. Je crois il faut par moment essayer de mettre entre parenthèses comment dire, les réseaux sociaux, les fermer un instant et puis aller sur la scène, rencontrer les gens physiquement. Et donc, ça, je partage totalement ton avis, ton expérience, le réseau. Donc, pour là un peu conclure, quels seraient, toi, des conseils que tu pourrais donner à nos étudiants qui nous écoutent et qui nous regardent? Ouais, moi, je dirais les étudiants, et moi, je me souviens quand j'étais à Dauphine, en fait, alors nous, moi, j'étais à Dauphine entre 95 et 2000. Donc, en réalité, on était dans un monde moins digital, mais on était en plein dans l'explosion du web. Hein. Tous les emails, on était là-dedans. Donc, le monde n'était pas si différent que ça. La différence, c'est qu'il n'y avait pas les plateformes. Il n'y avait pas Twitter, LinkedIn, etc. Ça, c'est quand même une différence importante. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, et en plus, c'est un effet Covid. L'effet Covid, ça a fait que les gens, quand même, objectivement, s'isolent, on est chez nous. Il y a un côté dans le digital, tout n'est pas positif. Hein. Dans le digital, il y a un côté isolement social. Il y a de plus en plus de gens autistes, c'est des trucs, tout ça qu'il faut dire. Dans le Uber, voilà, vous avez même plus besoin de sortir pour aller manger. Je veux dire, tout vient à vous. Amazon, tout vient à vous. Donc, il y a une espèce un peu d'individu roi. Enfin, si vous avez de l'argent, il y a quand même des gens qui ont de l'argent,
vous n'êtes pas obligé de sortir de chez vous. Vous pouvez, et je vous dis, en réalité, je rigole pas. Hein. Je veux dire, il y a une tendance, et moi, j'enseigne le monde aujourd'hui, mais j'ai quand même enseigné pendant longtemps à Dauphine, à Paris 13, à Rouen, à Lille, etc. Donc, je connais quand même bien les étudiants. Moi, je trouve qu'il y a une tendance, en réalité, moi, j'ai 6000 personnes sur LinkedIn. Chez plein de gens. Voilà, mais en gros, est-ce que je connais les gens? Est-ce que je vais déjeuner avec les gens? Et je peux vous dire que il y aura beaucoup plus de valeur ajoutée dans un déjeuner que dans un truc LinkedIn. Le LinkedIn, c'est pour le suivi. Mais l'information qui passe, en fait, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans le monde des affaires, il y a beaucoup de off. Il y a beaucoup de off. Et ce off, vous l'avez en déjeunant, en créant de la complicité. En plus, dans un pays comme la France, en réalité, la France, c'est un pays latin, plus latin qu'on pourrait le penser. Et donc, il y a ce côté qu'il faut vraiment que vous entreteniez. C'est ce qui fait que, par exemple, si vous êtes au chômage, vous pouvez mobiliser votre réseau. Donc ça, c'est vraiment ce qui manque souvent aux étudiants, c'est justement comprendre l'importance du réseau. Donc, ça, c'est très important. Moi, en réalité, quand j'étais prof à Dauphine, je ne me rendais pas compte. Hein. C'est quand je suis dans des affaires que j'ai vu vraiment la différence. Parce que quand on est prof, on a un côté académique, on est dans son bureau, on fait ses articles, etc. Donc c'est important. Première chose. Et deuxième chose, ça c'est mon avis, je ne dis pas que j'ai raison, mais il n'y a pas que votre spécialité. D'accord. Donc, vous avez gestion du patrimoine, vous avez immobilier, etc. Jetez un coup d'œil aux choses, intéressez-vous aux choses. Je dirais les choses, elles se font aussi dans ce qu'on n'apprend pas à l'école. Donc le week-end, nous on a les stagiaires, parfois ils ne savent pas utiliser, ils savent utiliser Excel. Je leur dis, bah voilà, pour le week-end, tu prends Excel pour les nuls et tu sauras utiliser Excel. Parce que il y a un côté un peu auto-formation, je pense, aujourd'hui, qui est important. Et moi, je pense ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aux financiers, c'est d'être trop, moi je suis un asset manager, il n'y a que l'asset management. Ah non, il y a autre chose, il y a le private equity, il y a voilà, je pense alors évidemment, on ne peut pas tout faire, mais moi je dis soyez curieux. Et ces curiosités, soyez à la fois curieux des individus, donc rencontrer les gens physiquement. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui avec les Zoom, les Teams, les machins, etc., c'est qu'on moi j'ai remarqué, alors, on a des réunions très fonctionnelles. Donc, souvent, les calls ils durent une demi-heure. Souvent, donc c'est pas beaucoup, une demi-heure. L'objet du call, c'est, voilà, on a un objet. Et hop, alors que quand on est dans un déjeuner, ça dure 1 heure et demie. Voilà, on parle de tout et de rien. Et il y a des choses qui émergent. Et ça, je pense que dans les affaires, c'est aussi important de laisser de l'émergence. L'innovation, elle vient de là aussi. C'est ah oui, tiens, tu fais ça, ce n'était pas l'objet du call. En fait, ce que je veux dire, c'est que le côté fonctionnel du call, de l'ordre du jour, il faut le faire. Il y a la discipline, il y a du sérieux, etc. On n'est pas là pour parler de la pluie du beau temps. Mais il faut laisser une part aussi de surprise, une part de découverte, etc. Et je pense que ça fait partie. Il faut que vous en tenez compte dans votre vision des choses. Donc, culture transversale, ouverture d'esprit, rencontre physique, formation tout au long de sa vie, je pense, hein, parce que là aussi, les métiers évoluent, et puis l'environnement également. L'anglais aussi, est-ce que oui. on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'on est entre nous là, mais je crois que c'est malheureusement la formation en anglais en France fait toujours défaut par rapport à nos amis là allemands, hein, comme tu le sais, entre autres, hein, et puis nordiques. Donc là aussi, hein, je pense que l'anglais doit être quelque chose à privilégier, quel que soit d'accord. la destination. Bon, moi, je vous le dis, parce que moi, je ne suis pas très bon en anglais. Hein. J'écrivais plus mes articles que je parlais. Et là, nous, aujourd'hui, on est dans les projets européens. Bon, il y a énormément d'argent à prendre dans les projets européens. Et clairement, tu as raison, Nicolas, l'anglais, c'est fondamental. C'est fondamental. Et je sais que moi, je suis premier, je vous le dis, hein, je suis premier. L'anglais, c'est du travail. Et donc, c'est pour ça qu'évidemment, on est la voie de la facilité. On n'a pas envie, on a envie de s'amuser. Mais voilà, c'est la discipline du travail, c'est l'anglais, c'est se forcer, ne pas vouloir échapper au call en anglais. Je me dis, ça d'entre vous doivent se reconnaître. Voilà, le call en anglais, on le fait. OK. Ça aussi, en France, c'est un truc que je remarque en bossant avec les Allemands, etc. Il y a le côté où c'est qu'il y a un culte de l'excellence. Et c'est un vrai problème. Hein.
c'est qu'en vrai, et même moi, je le dis, moi, je ne suis pas bon en anglais. Mais les gens me disent, oh, mais Max, ça va, en fait. Ok, tu as un accent français, mais tant pis. Et en fait, voilà, c'est qu'il faut, c'est psychologique. En fait, tant pis, bah, je ne suis pas bilingue et c'est la vie. Et c'est comme ça. Et donc, en fait, il ne faut pas avoir honte. C'est plus de la psychologie. C'est pas parce que vous n'avez pas un très bon anglais qu'il ne faut pas parler anglais. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que sinon, vous vous auto éliminez du truc. Alors qu'en réalité, quand vous parlez avec les mecs, ils n'ont pas tous des très bons anglais. Hein. Et moi, j'ai remarqué, en France, les Français, ouais, mais ils parlent mal anglais et tout. Mais ça, vous ne verrez pas ces critiques-là de la part d'un anglais, d'un américain, ou d'un allemand ou d'un espagnol. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les Français entre eux qui vont dire, ouais, il a un mauvais anglais, etc. Vous voyez, tant pis, vous avez un mauvais anglais, mais c'est en pratiquant que vous aurez un meilleur anglais. T'as Euh, raison. Maximilien, on avait dit 1 heure, on a dépassé de 10 minutes. Donc, je te donne le mot de la fin pour conclure. Hein. Donc, tu vas improviser, mais c'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas le choix. T'as raison. C'est jeudi soir, on se fait plaisir. Donc, quartier libre, libre à toi T'as raison, Nicolas, c'est la nécessité qui fait loi. Et je dirais que pour terminer, alors une petite phrase un peu, mais j'aime bien. Je veux dire, il faut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Je pense que c'est important parce que euh, dans le culte de l'excellence qu'on a en France, parfois on se prend au sérieux. Et je veux dire, en réalité, voilà, bon, bah, tu ne parles pas bien anglais, tant pis, franchement, à part les Français, il n'y a pas grand monde qui le voit en réalité. Et donc, ah oui, ça, donc, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ne pas être que dans le faire-faire. Ça, c'est un truc important que je vois. Moi, je suis économètre de formation. Et à un moment, si vous êtes trop dans le faire-faire, et donc là, vous êtes jeune, donc vous allez arriver, vous allez faire, hein, je peux te dire. On est quand même dans des gérontocraties. Hein, je veux dire. En gros, les vieux, il faut bosser les jeunes. C'est surtout dans la finance. Ça, c'est pas grave. Dans le monde académique, c'est pareil. Donc ça, c'est normal. Mais plus vous montez, il faut que vous continuez à faire. C'est important. Parce que assez vite, quand vous êtes dans des postes de responsabilité, vous avez des équipes, en gros, tout le monde fait tout pour vous. Vous avez une équipe qui fait vos slides, vous avez une équipe qui fait vos notes en anglais, vous avez. En gros, à la fin, je vais être méchant, mais vous ne bossez plus. Et je vous le dis, là, depuis que moi je suis directeur général, je vais être méchant, mais je pourrais ne plus bosser, hein, je veux dire. Et ça, mais attention, parce que assez vite, si vous êtes dans un truc comme ça où vous ne bossez plus, et bon, moi je suis dans un petit boîte, donc on est quand même obligé un peu de bosser, mais dans les grands groupes, assez vite, vous pouvez arriver à des stades où vous ne bossez plus. Et donc, c'est le travail, c'est les déjeuners, les petits déjeuners, en gros, on s'amuse. Mais assez vite, comme tu disais, Nicolas, il faut se former tout au long de la vie. Et assez vite, vous perdez, je dirais, la main sur la réalité et vous n'avez plus les pieds sur terre. Et on gère mal une boîte quand on a les pieds sur terre. Et un truc, d'ailleurs, c'est lié à tout ce qu'on s'est dit là, dans l'heure, c'est que pourquoi les grands groupes, ça ne marche pas bien, en fait? C'est parce que les patrons ont perdu le sens des réalités. Ils sont tellement hauts dans la hiérarchie qu'ils sont dans un truc de courtisanerie, en fait. Tout le monde veut leur faire plaisir. Personne n'ose leur dire ouais, mais en fait, tu te trompes. Alors que le mec de la PME, il est, avec ses 15 mecs, 10 mecs, 50 mecs, il est dans le réel. Quoi. Vous voyez? Donc, ça, c'est important de se dire qu'il faut continuer à faire. Et continuer à faire, ce n'est pas forcément faire des slides. C'est mieux que vous sachiez faire des slides. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes des bons postes ou des hauts postes qu'il faut ne plus être autonome. Et moi, je peux vous dire que dans mon expérience, j'ai vu beaucoup de grands patrons, par exemple, ne pas savoir envoyer des emails, ne pas savoir faire de slides, ne pas savoir utiliser Excel. Alors, après, ça dépend. Okay, quand vous avez 70 ans, aujourd'hui, je peux comprendre. Et quand vous avez des patrons de 40, 50 ans, c'est pas bon. C'est quand même la génération des gens qui doivent savoir utiliser ça. Alors après, on ne va pas vous reprocher de pas tout savoir, mais il y a un minimum d'autonomie. Je veux dire, je pense que c'est mieux, même pour être respecté par ses équipes, de savoir faire plutôt que de faire faire. Et dernier point, j'arrête là, Nicolas, ne sacralisez pas, je dirais, le savoir, les sciences. Moi, par exemple, je suis économètre. Franchement, l'économétrie, moi, je ne suis pas un mec qui est bon en maths, hein, je veux dire. Mais je suis bon en stats. Et ça, je veux dire, et donc, moi, quand je vois les mecs qui font du deep learning et tout, en réalité, excusez-moi, c'est facile. Je vous assure que parmi vous, il y a des non-matheux, j'imagine. Ils vont faire un bac L, des bacs ES, etc. Mais ne vous laissez pas impressionner. Je vous assure que c'est compliqué parce qu'on vous l'a mal expliqué.
Il y a des super. Là, les Américains, ils sont bons. Ils ont des super livres très simples, très abordables. Alors, évidemment, c'est pas non plus de la rocket science, mais je veux dire, il ne faut pas vous laisser pipoter par les experts. Il y a le bon sens, quoi. Et je vous dis, avec un peu de travail, on comprend assez vite ce qu'est un modèle économétrique. Quand on sort du jargon mathématique, on comprend assez vite ce qu'est un modèle neuronal, le réseau de neurones, la bloc. Oui, ça, ne vous laissez pas. Je ne dis pas que les experts sont inutiles, hein, parce qu'ils sont utiles et vous ne savez pas tout faire. Mais il ne faut pas vous laisser impressionner par les économistes, etc. Réfléchir par soi-même, c'est important. Voilà. Je sais pas si Maximilien, les meilleurs moments ont une fin. Et je voulais vraiment te remercier d'avoir répondu présent et d'avoir expliqué d'une manière tout à fait claire, factuelle et précise. C'était vraiment très riche, hein, et très vivant. Donc, vraiment, mille merci à toi. Tu n'hésites pas de m'envoyer oui, si tu as le PDF que tu veux, que tu veux, hein, et moi, je ferai suivre pour les étudiants. En tout cas, mille merci. Très bonne soirée à toi. C'est jeudi soir, donc Nicolas. tout est permis, presque. Et forcément à très bientôt, parce que en t'écoutant, effectivement, je me suis un peu retrouvé aussi, hein, sur l'état d'esprit, notamment d'être sérieux, sans se prendre au sérieux, pour terminer. Merci voilà. Nicolas, et merci les étudiants de vos questions. Merci à tous et à tous. Au revoir, bonne soirée. Et très Bonne soirée à bonne tous. soirée à tous.